Le soleil se lève lentement sur Tambay, capitale du royaume. Pas n'importe quel soleil, non. Celui-là est lent, majestueux, comme un vieillard qui s'étire avant de raconter son dernier conte. Il éclaire des toits de chaume, des palais d'argile dorée, des marchés encore endormis, et des ruelles où les palabres d'hier flottent encore comme des parfums d'arachide grillés. Les tambours résonnent dans le lointain boum, 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 accompagnés de chants graves, ancestraux, portés par la voix râpeuse des griots. Et sur la grande place du palais, les femmes dansent en cercle. Leurs pagnes battent le sol comme des ailes d'ibis, et leurs cris perçants percent le ciel comme des flèches d'alerte. Ce matin-là, le royaume célèbre, mais personne ne sait vraiment pourquoi. Car dans l'ombre du trône, dans la salle aux piliers d'ébène, le vieux lion est en train de mourir. Le roi Kumbasa Diala, dernier descendant direct de la lignée du fondateur du royaume, est assis sur son trône. Pas allongé. Non. Assis. Droit. Majestueux. Mais, les yeux lourds. Les joues creuses. Le regard perdu entre les vivants et les morts. Ce trône, sculpté dans le bois d'un arbre qui ne pousse que là où les ancêtres ont versé leur sang, semble trop grand pour lui maintenant. Le peuple ne le voit pas, mais les murs du palais, eux, savent, le roi n'est plus que l'ombre de sa grandeur. Et c'est là qu'une voix surgit. Une voix off. Un griot, peut-être. Un esprit. Ou le narrateur invisible que seuls les conteurs africains peuvent entendre. Le roi Kumbasa est mourant. Il n'a pas désigné d'héritier. Et dans l'ombre, les vautours affûtent leurs serres. Obazé. Le premier à être mentionné. Parce qu'il le veut. Parce qu'il l'exige. Fils de la première épouse royale, la reine Dandala, femme noble au regard de fer. Obazé, c'est l'homme qui ne sourit jamais. Il calcule, il pèse, il observe. Il parle peu, mais quand il parle, même les chiens du marché s'arrêtent d'aboyer. Il a été élevé dans les couloirs du pouvoir, nourri à la sagesse des anciens et au venin de la stratégie. Il est le favori du conseil des sages, non pas parce qu'il est aimé, mais parce qu'il fait peur. Il porte des boubous sombres, marche droit comme une épée, et son regard peut congeler un brasier. Un jour, il a dit à un serviteur, « Le trône ne se mendie pas, il se prend. » Il est comme l'éclair avant l'orage, silencieux, mais implacable. Malambe, le second, fils de la deuxième épouse. Ah, la reine Ténè, femme du peuple, ancienne vendeuse de cola, au rire franc et au cœur d'or. Malambe, c'est le charme en personne. Il parle, il danse, il rit avec les enfants, il aide les vieillards à porter leur panier. Le peuple l'adore. Il pourrait vendre du sable à un chameau et l'animal dirait encore merci. Mais derrière ses sourires et ses discours flamboyants, il cache une ambition brûlante, héritée de sa mère qui n'a jamais été considérée comme vraiment reine. Il dit souvent, « Un bon roi ne gouverne pas depuis un trône, mais depuis le cœur de son peuple. » Mais voilà, dans les hautes sphères du palais, les nobles le méprisent. Pour eux, c'est le fils de la deuxième. Ce genre de mépris qui colle comme la sueur dans les draps. Tondé. Ah, Tondé, le mystère. Certains disent qu'il est né dans une nuit sans lune, d'autres qu'un esprit est entré dans le ventre de sa mère. Ce qui est sûr, c'est que sa mère était servante et qu'après l'avoir mis au monde, elle a disparu. Pfiou, comme une goutte d'eau sur une pierre chaude. Élevé par les chasseurs de la brousse de Zambagui, Tondé a grandi avec les hyènes et les rêves. Il parle aux arbres, il dort dans les arbres, et parfois, il a des visions. Des vraies. Il sait des choses qu'il ne devrait pas savoir. Une fois, il est venu au marché, a regardé un homme droit dans les yeux et lui a dit « Tu as enterré ton frère derrière la colline de Dombé. » L'homme a fui le marché. 3 jours plus tard, on a retrouvé un squelette là-bas. Tondé n'est pas aimé. Ni des nobles, ni du peuple. Il fait peur. Mais quelque part, il intrigue. Il ne réclame pas le trône, mais tout le monde le regarde, comme s'il le portait déjà sur ses épaules. Les 3 hommes sont là. Ils ne se regardent pas, mais leurs ombres se battent déjà. Et pendant ce temps, dans le palais, le vieux roi ferme les yeux et murmure un nom, Landa. Il y a longtemps, bien avant que la barbe du roi ne blanchisse, un serment a été prononcé dans le creux d'une nuit sacrée, sous l'arbre des promesses. Le roi, encore jeune, avait dit aux esprits. Mon trône ne sera pas transmis par le sang, mais par la valeur. Le fils qui me ramènera la lance de Landa portera la couronne. La lance de Landa. Un artefact sacré, forgé par les anciens forgerons de la tribu des Koma. Elle aurait transpercé le cœur du premier tyran, aurait stoppé la sécheresse et scellé le pacte entre les hommes et les dieux. Mais elle est perdue. Volée. Disparue depuis des décennies. Certains disent qu'elle dort dans une grotte au pied de la montagne noire.
D'autres prétendent qu'un esprit la garde au fond du fleuve Zanzour. Les vieux fous disent même qu'elle choisit elle-même son porteur. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Dans les couloirs feutrés du palais, Obazé tisse sa toile. Il s'entretient en secret avec des chefs corrompus, promettant richesse et privilèges en échange de leur soutien. Les anciens, séduits par ses promesses, commencent à murmurer son nom avec respect et crainte. Sous le grand baobab du marché central, Malambe captive les foules. Avec des discours enflammés et des promesses d'un avenir prospère, il rallie le cœur du peuple. Les femmes chantent ses louanges, les hommes brandissent ses couleurs, et les enfants dansent à son nom. Dans la forêt sacrée, Tondé consulte une vieille prêtresse aveugle. Elle lui révèle que la vérité ne se trouve pas dans les palais, mais dans les profondeurs de l'âme. Guidé par des visions mystiques, Tondé entreprend une quête spirituelle, cherchant des réponses au-delà du monde visible. Un conseiller du roi est retrouvé mort, empoisonné. Les soupçons se tournent vers Tondé, l'étranger aux pratiques mystérieuses. Les murmures deviennent des accusations, et l'ombre de la trahison plane sur lui. Le marché central s'embrase en pleine nuit. Les cris, les pleurs, et les flammes dévorent les espoirs du peuple. Malambe, pourtant aimé, est accusé de négligence, voire de complicité. La confiance vacille, et les cœurs se remplissent de doutes. Des rumeurs circulent sur la légitimité d'Obazé. On chuchote qu'il ne serait pas le fils du roi, mais d'un autre homme. Ces bruits, savamment distillés, ébranlent sa position et sèment la discorde parmi ses partisans. Dans le silence de la nuit, le roi Kumbassa rend son dernier souffle. Avant de partir, il grave un message codé sur son bâton royal, un indice sur le véritable héritier. Mais au matin, le bâton a disparu. Le palais est en émoi, le peuple en colère, et le royaume au bord du chaos. Quand un roi meurt, les tambours pleurent. Mais cette fois-ci, les tambours furent bâillonnés. Obazé, vêtu d'un boubou rouge comme le feu de sa colère, ne laissa pas au deuil le temps de s'asseoir. 2 lunes à peine après la mort du roi Kumbassa, il orchestrait un coup d'état aussi rapide qu'un serpent affamé. La nuit, pendant que les sages du conseil se recueillaient au sanctuaire des ancêtres, 2 furent retrouvés sans langue, sans vie, sans honneur. Les anciens parlèrent de sacrilège. Obazé parla de nettoyage. Le mot fit peur. Et la peur fit le reste. Le trône d'ébène fut redoré, mais froid. Froid comme le regard d'Obazé. Il installa un régime propre, moderne, structuré, avec des routes, des comptes publics, des promesses de technologie. Mais dans les marchés, on murmurait, ce roi a le cerveau du blanc et le cœur d'un crocodile. La peur portait désormais un uniforme, et même les tambours battaient en silence. Les danses furent interdites après minuit. Les griots disparurent. Et le palais de També devint un royaume sans âme, où l'ordre régnait, mais sans vie. Pendant que le palais sentait le marbre et le mensonge, Malambe, lui, sentait le poisson, la sueur et la révolte. Traqué par les soldats d'Obazé, il trouva refuge parmi les pêcheurs du fleuve Olangi. Un village flottant, presque invisible, où les barques dansent au rythme du vent et des secrets. Là-bas, on le surnommait le prince aux pieds nus. Il écoutait les vieillards, reconstruisait son esprit et affûtait sa colère. Il se lia aux anciens alliés de son père, des chefs de clan, des griots en exil. Et même le vieux Foréqué, un ancien chasseur devenu guérisseur, qui disait « Le pouvoir d'un homme ne réside pas dans la couronne, mais dans les cicatrices qu'il cache. » Pendant que les soldats cherchaient un prince avec couronne. Ils ne voyaient pas l'ombre du futur roi se dessiner dans les filets de pêche. Et dans l'autre silence, le silence de la brousse, Tondé marchait. Pas pour fuir, pas pour régner, mais pour comprendre, guidé par des visions, des rêves où le feu et l'eau se battaient dans un même corps. Tondé fut mené jusqu'à un ancien cimetière interdit. Le tombeau de sa mère. Une femme dont le nom avait été effacé des archives royales. Elle n'était pas une simple servante. Elle était prêtresse. Une grande. Bannie par jalousie. Oubliée par orgueil. Et là, dans les entrailles du tombeau, enveloppée de chaînes rouillées et de formules anciennes, se trouvait la lance de Landa. Pas une arme. Un sceptre sacré. Un test. Un symbole. Et quand on déposa ses mains dessus, le sol trembla. Les lucioles s'allumèrent. Et le masque tomba. L'oracle, dans un dernier souffle à travers le vent, lui révéla. Parmi les 3 fils, l'un n'est pas du sang royal. L'autre est né pour observer. Toi, Tondé, tu es le souffle oublié du roi, l'élu du destin.
La grande fête du feu approchait, une célébration ancestrale où les flammes purifient les âmes et les cœurs. Obazé, sûr de son pouvoir, avait convié tout le royaume à festoyer. Mais dans l'ombre, Malambe préparait sa revanche point. Déguisé en simple pêcheur, il infiltra la ville avec ses partisans. Au moment où les tambours résonnaient le plus fort, il lança l'assaut. Les rues de Tambay s'embrasèrent, non pas de joie, mais de colère point. Malambe et Obazé se retrouvèrent face à face, deux frères, deux destins. Le combat fut féroce, les lames chantant la douleur des trahisons passées. Finalement, Malambe tomba, grièvement blessé, mais le regard fier, ayant tenu tête à l'usurpateur point. Alors que le chaos régnait, Tondé fit son entrée dans le palais, tenant la lance de Landa. À sa vue, le bâton royal s'illumina, reconnaissant l'élu des ancêtres. Les anciens, témoins de ce miracle, s'agenouillèrent, et le peuple, ébahi, réclama justice point. Tondé, avec une voix empreinte de sagesse, déclara « Le sang ne ment pas, mais les hommes, si. Il est temps que la vérité éclaire nos ténèbres. » Devant l'assemblée, Tondé révéla le secret longtemps enfoui. Obazé n'était pas du sang royal. Sa mère, dans sa quête de pouvoir, avait uni son lit à un marchand étranger. À cette révélation, Obazé, accablé par la honte, se retira dans la salle du trône et mit fin à ses jours point. Malambe, agonisant, fut amené devant Tondé. Dans un dernier souffle, il murmura « Frère, que la paix guide ton règne. » Et ainsi, il s'éteignit, le cœur apaisé point. Écrivez-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Le soleil se leva sur Tambay, baignant la cité d'une lumière dorée, comme pour annoncer une nouvelle ère. Tondé, le fils de la servante, l'homme des visions, se tenait devant le trône d'ébène. Les anciens, les guerriers, les griots et le peuple tout entier attendaient sa décision point. Il regarda le trône, symbole de pouvoir et de responsabilité. Son cœur était lourd des pertes et des trahisons. Il se tourna vers l'assemblée et déclara « Je n'ai jamais désiré le pouvoir. Mon chemin était celui des esprits et des visions. Mais si le destin m'appelle, je ne peux me dérober. » Ainsi, Tondé accepta la couronne, non par ambition, mais par devoir envers son peuple. Il instaura un conseil du peuple, brisant les chaînes des anciens rituels oppressifs. Les décisions furent désormais prises collectivement, et les voix autrefois étouffées purent enfin s'exprimer. Des années plus tard, dans une clairière baignée de lune, un vieux griot, assis sous un baobab centenaire, raconta l'histoire des trois frères à un cercle d'enfants aux yeux écarquillés. Sa voix, rauque mais mélodieuse, résonna dans la nuit. Il était une fois trois sangliers, forts et fiers, qui se battirent pour le trône de la forêt. Leur lutte fit saigner les arbres, pleurer les rivières et trembler les montagnes. Mais de leur querelle naquit une paix nouvelle, portée par celui qui n'avait jamais voulu régner. Il marqua une pause, puis conclut. Quand trois sangliers se battent pour un trône, c'est souvent la forêt qui saigne. Les enfants, silencieux, méditèrent ces paroles, comprenant que le pouvoir véritable réside non dans la force, mais dans la sagesse et l'humilité. Chers interlocuteurs, nous voici à la fin de notre histoire, qui nous enseigne que le sang ne suffit pas pour mériter un trône, seul l'esprit juste gouverne avec justice, ainsi le pouvoir sans cœur n'est qu'un masque de fer. Si elle vous a plu, laissez-nous votre commentaire et partagez pour la vie et le soutien de votre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.